Tu me rends fou de toi et je vis à l'envers. Je ne m'attendais pas à ça. Danou a beaucoup insisté pour que je monte prendre un verre. Hein. C'est pas une corvée, j'espère. Non, du moment que c'est gratuit. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP. Vous connaissez le concept, chaque semaine un nouvel invité, on parle sport, on parle musique, on parle théâtre, on parle cinéma. Et cette semaine on va parler de un peu tout ça en même temps d'ailleurs avec Franck Delay. Ça va ? Très bien, merci. Ouais, merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue à Montpellier, bienvenue dans le Sud. Merci. La première question, alors on va avancer, hein, comme je te le disais, avec pas mal d'images, pas mal de moments de ta carrière. On va remonter le temps, mais on va commencer par l'actualité. L'actualité, c'est une pièce qui était en tournée il n'y a pas longtemps dans la région. Cette pièce, elle s'appelle Un bébé nommé Désir. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, le pitch, je ne suis pas très bon en pitch. Hein. L'histoire de Carole, qui arrivée à 40 ans cherche à faire un enfant mais elle trouve pas le géniteur. Voilà, son meilleur ami dans la vie et aussi son voisin, il est homo. Donc elle va peut-être envisager de faire un enfant avec lui. Mais avant, sa mère, qui est un peu mère poule, va lui présenter des prétendants. Voilà, donc j'en fais partie et Willy, un autre comédien, fait partie aussi. Justement, il y a toi, il y a Willy, il y a plein de personnages dans cette pièce. Les autres du casting, c'est qui ? Alors, il y a Fabienne Thibault, qui joue la maman, Carole Palcou, il y a Ange Paganocci, et il y a Marine Griset, la meilleure amie de Carole, et puis Willy Lecci. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on te voit comme ça régulièrement dans des pièces de théâtre. Elle est arrivée quand, en fait, cette passion pour toi, pour la comédie et pour le théâtre en particulier ? C'est arrivé comment je peux expliquer ça ? C'est un désir déjà de l'adolescent, parce qu'avant de savoir qu'on pouvait faire du breakdance et de chanter, enfin voilà, faire ce qu'on a fait en tant que To Be Free, on avait chacun envie de faire un peu de comédie, mais on ne savait pas comment à l'époque, parce que moi je viens d'un quartier où on n'avait pas internet, on n'avait pas tout ça, et puis mes parents ne sont pas du tout du métier. Donc voilà, on faisait un peu d'improvisation à la MJC dans une patinoire à l'époque. Et puis voilà, bon après on a atterri dans le breakdance et dans les divertissements, on a monté To Be Free, mais il y avait quand même cette envie de faire de la comédie. Donc voilà, après par la suite on a rencontré un petit producteur à l'époque qui s'appelait Jean-Luc Azoulay, AB Productions, qui a fait une sitcom, une petite sitcom qui s'appelait Pour être libre. Voilà, c'était nos premiers pas de comédiens. Voilà, on a fait 40 épisodes, on n'a pas voulu continuer pour justement ne pas rentrer dans un schéma différent de ce qu'on voulait faire de chanteur. Et puis à la fin des To Be Free, je suis revenu à mes premiers amours, voilà, et j'ai pris des cours de théâtre et j'ai commencé à faire des castings, à rencontrer des gens et puis voilà, à atterrir dans le théâtre. Ça vous dirait qu'on revoit tout ça dans le reste de l'interview, mais plus en détail. Tout ce que tu viens de dire, on va reparcourir le temps et on va justement en reparler. Juste une dernière question par rapport à aujourd'hui, le plaisir que tu prends sur scène. Au niveau adrénaline, parce que quand on est sur scène, l'adrénaline c'est important. Ce qu'on prend, le plaisir qu'on prend. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que le public te renvoie aujourd'hui en tant qu'acteur et ce que le public te renvoyait à l'époque des To Be Free quand tu faisais les zéniths 18 000, non, c'est différent parce que quand tu es un chanteur et que tu es en représentation, c'est un échange, tu sais, c'est un échange. Les gens, ils sont là pour toi, tu sens là, tu es leur artiste, quoi. Ils sont tous là pour te voir. Le théâtre, c'est différent. Tu as un quatrième mur, tu joues pour le public, mais en même temps, tu fais pas attention qu'il y a du public, donc tu prends, mais voilà, c'est particulier. Par contre, en termes de stress, le théâtre, c'est stressant à mort. Parce que t'as pas de filet, parce que la chanson, tu t'es entraîné, c'est chorégraphié, tu vois, c'est bien. Le théâtre aussi, mais t'es pas en roue libre comme au théâtre. Le théâtre, t'es sur un texte, t'es sur un dialogue, t'es avec un partenaire. Voilà, tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu peux avoir des trous, tu peux être déconcentré par quelque chose. Je sais pas comment. Le stress, il est plus important. Oui, parce que ça va plus se voir que quand tu chantes. Exactement, finalement, sur le théâtre, c'est sûr. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde justement pas que Un bébé nommé Désir, mais quelques-uns de tes derniers rôles au théâtre. Regardez. Vous m'avez dit que je rencontrerais une star. C'est Cindy de Secret Story. Alors on arrête de manger des champs papiers. Attends, maintenant t'arrêtes tes conneries. Oh, mais quelle puissance. Et je vous l'ai promis, on va remonter le temps, revenir au début. Le début, c'est quoi? C'est la naissance. Toi, tu es né à Longjumeau. Je suis né à Colmar, mais j'ai grandi à Longjumeau. À Colmar, c'est vrai, dans l'est de la France. Et tu as grandi. À quel moment tu es parti à Longjumeau d'ailleurs?
très jeune. Ma mère, on est d'abord parti dans le Pays Basque parce que ma mère est issue de Anglette. D'accord. Jusqu'à mes 5 ans. Et puis après, à 6-7 ans, je suis parti à Longjumeau et je suis resté là-bas. Ça ressemble à quoi tes premiers pas à Longjumeau, ton adolescence à Longjumeau? Quartier normal, insouciance, voilà, moi j'étais content, je manquais de rien, j'étais pas non plus, j'avais pas ce que je voulais, mais voilà, j'étais avec mes potes, voilà, de quartier, Black Blamber à l'époque, ouais, c'était une enfance heureuse. On va parler des To Be Free bien sûr, ça commence là-bas, ça commence à Longjumeau, et il me semble que la rencontre de vous trois se passe ici. Est-ce que tu connais ce lieu? Ouais, le Collège Pasteur, c'est ça, la rencontre avec... Ouais, Philippe et Adèle se rencontrent au Collège Pasteur. Moi, je grandissais, je connaissais déjà Adèle puisqu'on était dans la même cité, hein, entre guillemets, enfin la résidence, depuis l'âge de 7 ans. Et puis, il m'a proposé, on a rencontré Philippe par la suite, ouais. Comment ça s'est passé en fait avant d'arriver bien sûr à ce qu'on connaît du groupe, au début ce qui vous initiait c'est principalement la danse et le sport, c'est ça? Ouais, c'est notre première passion. On se retrouvait souvent le soir après les cours à la MJC pour danser, breaker ou alors faire du sport, faire du foot, enfin voilà, faire des activités après les cours quoi. Mais cette envie il y avait déjà une envie de divertir déjà qui commençait. Pourquoi ce nom? Parce que très vite vous montez le groupe, ça s'appelle To Be Free, F-R-E-E. Cette fois-ci on n'est pas sur le jeu de mots des trois. Pourquoi ce nom? To Be Free, c'était un groupe de danse qui faisait partie d'une association qui s'appelle Concept of Art, de danseurs à Brétigny-sur-Orge, et un groupe de breakers s'était détaché, s'appelait les To Be Free. Et on était 5, et voilà, 6 même, et puis voilà, au fil du temps, on y restait plus que tous les 3, et on a gardé la même connotation, enfin la même consonance, To Be Three, pour garder le même jeu de mots. Je voudrais qu'on parle d'une personne, j'ai découvert ça en préparant cette interview, je ne le savais pas du tout. Cette personne, on a l'impression de tout d'un coup, je te sors une très vieille photo sortie du début du siècle, c'est le cas. Ouais, c'est Céline. Voilà, ça c'est Céline, et c'est donc son ex-femme Lucette Destouches. Je crois qu'elle a été importante dans vos débuts en danse. C'est ce qu'on dit. Alors, Philippe, beaucoup pour Philippe, parce que c'était vraiment des gens que Philippe, de l'univers de Philippe en fait. Après, de temps en temps, on allait dans l'univers de Philippe, mais c'était vraiment propre à Philippe. C'était pas l'intermédiaire d'un avocat qui s'appelait François Gibaud, qui était l'avocat de Lucette Destouches et ami intime. Donc, de temps en temps, on allait dîner chez Lucette Destouches, ouais. Et on parlait danse parce que elle faisait de la danse classique, et nous, on faisait du breakdance. Donc voilà. C'est dingue parce qu'elle est encore vivante, cette dame, elle a 106 ans, je crois qu'elle est finalement dans les personnes les plus vieilles de France. C'est fou, hein. T'as des nouvelles ou pas? Pas trop, non, un petit peu de François évidemment, et de temps en temps quand je lui demande des nouvelles vite fait, mais non, pas d'elle en personnel, en personne. Dans les années qu'on suivit, on a beaucoup reproché aux boys band d'être des purs produits marketing. Vous finalement, quand on voit tout ce que tu me dis là, vos débuts et tout, vous n'étiez pas du tout un produit marketing, vous étiez vraiment des potes. C'est peut-être ce qui fait la différence avec d'autres groupes. Oui, alors la base, le cœur est authentique, c'est-à-dire qu'on est des potes d'enfance, on a voulu réussir en tant qu'entertainer, mais après, tu sais, comme tout produit marketing, il faut des choses quoi, pour vendre un disque, pour vendre un film, on a besoin d'argent, on a besoin de grosses productions. Et oui, après on a été marketé pour nous aider à vendre, forcément. Ouais. On va y revenir. Je voudrais qu'on s'arrête sur l'année 93 en parcourant tout à l'heure un site régional bien connu, celui du Festival d'Avignon. Je suis tombé dans les archives du Festival d'Avignon sur ça. On est en 93, il y a une pièce qui s'appelle La Nuit Partagée, et le premier nom, c'est le tien. C'est vrai? C'est bizarre ça. Danseur rap. Ah ouais. Qu'est-ce que c'était? Ouais, c'est ma première expérience j'avais 93, je sais pas, j'avais 20 ans. C'est mon premier job entre guillemets de danseur où je commence à en gagner ma vie. C'est-à-dire que là, il y a une compagnie de danse contemporaine qui vient à Brétigny pour chercher des danseurs. Et moi, il se trouve que j'ai fini l'école parce que voilà, je n'étais pas trop scolaire, hein. Et on nous offre une tournée, de faire une comédie musicale qui mélange la danse contemporaine et le breakdance. Okay. Voilà, donc on fait partie de la création du Festival d'Avignon de l'année 93. Et tu pars tout seul, t'emmènes pas Philippe et Adèle avec Non, toi? Adèle et Philippe étaient étudiants. D'accord, ok. Et moi, j'étais plus étudiant, et puis j'avais envie de faire ça de ma vie, donc je me suis dit pourquoi pas, et puis voilà, on s'est lancé avec d'autres copains dans cette aventure. Ouais. Mais ce qui a beaucoup permis à To Be Free d'exister, puisque tout ce que j'ai pu apprendre avec ça, ça nous a servi pour To Be Free.
La première fois qu'on vous a vu en télé, c'était en 1996. C'était quoi déjà ce concours? Ça, c'était un concours organisé par TF1 et Gérard Louvain en partenariat avec l'agence de mannequins PH1 à l'époque, qui était un peu qui était l'agence numéro 1 des hommes en fait. Et à l'époque des années 90, les hommes étaient vachement... il y avait une mode des mannequins dans les années 90. Et donc du coup, ce directeur d'agence nous a repérés avec Philippe et Adèle et nous a proposé de faire une émission de télé. Adèle a décliné, il n'en avait pas envie. Il est venu avec nous, il a assisté à l'émission dans le public. Et Philippe et moi, on a fait le concours là, de c'était Futur Top Model, je crois que ça s'appelait. Et Philippe a gagné. Philippe a gagné. Ouais. Et alors finalement, il y a ce qu'on voit à l'écran, finalement c'est pas resté dans la tête de beaucoup de gens, peu de personnes s'en rappellent. Ouais. Par contre, il se passe quelque chose de très important ce jour-là en backstage. En backstage, il y a un chorégraphe qui trouve qu'on a une super énergie avec Philippe. Voilà, on commence à faire des chorés, de faire les foufous, tout ça partout. Et il nous fait putain les gars, vous avez une super énergie. Et il y a une maison de disques qui cherche à monter un groupe à l'américaine, un boys band à l'américaine, et vous devriez peut-être aller les voir. Voilà, donc on a le contact de la chorégraphe qui s'occupe de ça et on va voir la maison de disques, on va voir le directeur artistique. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive et puis voilà, on se rencontre. Il nous demande de faire un tour dans les bureaux, voir un peu comment les gens apprécient nos visages ou pas, enfin s'il y a un feeling qui passe. Et puis on fait un peu une sorte de test chant qui va être un peu difficile au début pour nous. Et puis finalement, on est engagé, donc on commence à travailler sur 3 titres qui mettent du temps puisqu'on n'était pas chanteur vraiment de base, mais on va prendre le temps de prendre des cours et de travailler. Qu'est-ce que tu te dis toi à cette époque-là, donc tu as 23 ans, ouais. Tu vois les choses comment pendant ces 3 années avant le succès de Partir un jour, avant le début vraiment des To Be Free, qu'est-ce que tu te dis? Moi je me dis, on se lance dans l'aventure, on est tous les 3, on fait ce qu'on aime faire et on verra. En tout cas on a foi, c'est-à-dire que tu sais, hein, c'est comme ça. On a réuni les choses qu'il fallait réunir pour réussir, le travail, le talent, la chance. Il se trouve qu'à un moment donné, on nous propose ce qu'on a envie de faire et on a tous les atouts pour le faire. Et les choses se font, donc on se dit on fonce. Voilà, on se pose pas de questions, hein. On tripe parce qu'on est tous les 3 potes d'enfance et on se dit putain, on va faire les choses qu'on aime, quoi. Le premier album qui sort, il s'appelle aussi Partir un jour. J'ai regardé tout à l'heure les ventes de l'album, 900 000 ventes de cet album. À l'époque, vous étiez triple disque d'or, je crois. Ouais, j'ai même reçu un disque de diamant, moi. Triple disque de platine, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, ça équivaudrait à un double disque de diamant, presque, avec les nouveaux chiffres. Et ouais, bien sûr, mais on n'est plus dans les mêmes proportions là. Pour faire disque d'or, c'est 50 000 maintenant, c'est ça? Pour faire disque d'or, ouais, on a baissé de 50 000. C'est fou, ouais. Juste pour parler de tout ça, tout va très vite, on en parlait même financièrement, faut le dire. J'ai vu une interview dans laquelle tu disais que ton premier chèque qu'on t'a donné, c'était un chèque de 950 000 francs. Ouais. Ça fait presque 200 000 euros. Ouais. À 23 ans, ça doit faire bizarre quand même. Ouais, tu passes de ton quartier où à 23 ans je payais pas d'impôts, évidemment j'habite chez ma mère, à ta première paye parce que bon j'avais un petit peu dansé avant mais c'était des petits chèques, à une somme d'argent, tu te dis waouh, c'est un truc de fou quoi, waouh, c'est ouf quoi, c'est ouf. Finalement c'est quoi le plus positif de tout ça et le plus négatif, j'ai envie de dire, à ce moment-là? Le positif, c'est que tu fais les choses que tu as envie de faire, que tu kiffes vraiment parce que tu sais que tu as l'opportunité de le faire et que c'est pas donné à tout le monde. Et que tu le fais avec tes potes. Donc c'est plus facile quand même le succès avec ses potes parce que du coup, on délire à 3, quoi. Ou alors on délire, ou alors ça se passe mal, mais en tout cas, on est tous les 3 à se gérer ensemble. Et le plus relou, c'est que ça va très vite. En fait, on a un problème, c'est qu'on devient des gloutons, quoi. Ça va tous les choses, on fait plein de choses. On voyage on prend l'avion tout le temps, on passe d'une série à une séance photo, à une radio, à une télé, à un studio, tu vois, on fait que ça, des concours, tu prends pas le temps d'apprécier les choses en fait. Tout va assez très vite et avec le recul, tu dis putain, j'aurais dû prendre le temps quoi. Mais t'as pas le temps, c'est comme ça. Il y a une série qui résumait un petit peu votre histoire. Alors, c'était un peu romancé, hein, cette série, on a parlé tout à l'heure, c'était Pour être libre. Il y a eu 40 épisodes de cette série. 2 millions, je crois, à peu près de personnes qui regardaient chaque soir la série. C'est un peu l'équivalent aujourd'hui de 2 fois TPMP. Donc quand même, ça fait des chiffres. Aujourd'hui, quand tu regardes, maintenant que tu as une expérience de comédien, tu regardes ce que tu faisais à l'époque dans la série, tu te dis quoi?
C'était frais, c'était spontané, c'était. Mais tu sais, le rythme dans lequel on travaillait, c'était aussi particulier. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait 2 mois pour tourner 40 épisodes. Et dans la série, on avait introduit du breakdance, des chorégraphies qu'on devait faire le jour même, inventer, créer, avec les pas qu'on savait déjà faire. Mais il y avait toute une création à faire, en plus des textes à apprendre du jour au lendemain. On n'était pas comédiens. Donc il y avait quand même beaucoup de boulot pour nous. Alors après, on faisait ce qu'on pouvait avec les armes qu'on avait, quoi. Mais c'est une bonne école, tu vois. Et puis le succès était au rendez-vous. Et le succès a bien marché, bien sûr. Ouais, Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, on se regarde le meilleur de cette série, des petits extraits. Regardez. Bon, enfin bref, il fait chaud là. Ouais, t'as raison. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait Adèle là? Bon, tu le connais, il est toujours en retard celui-là. On y va? Never gonna give you up, never gonna let you down. Alors, ça s'est bien passé, racontez-nous. Superbe. Mesdemoiselles, nous débutons une nouvelle carrière. Vous allez être folles de jalousie. Où ça? Allez, on y va, dépêchez-vous. Mais Chariane, allez. Allez, on va faire plaisir. Bon, bien sûr, à travers tout ça, il y avait aussi toutes les plus grandes scènes de France, toutes les réactions. On se rappelle de cette espèce d'hystérie qu'il y avait autour du phénomène Boys Band. Ça, comment tu le vis, toi, à l'époque? Je suis content, on est content. Quand je dis on, quand on parle de l'époque, je dis tout le temps on en fait, parce que je m'assimile toujours à mon groupe, on est toujours ensemble, donc on le vit ensemble. Et quelque part, c'est parce qu'on est tous les trois qu'on le vit bien. Et plus c'est le bordel, et plus il y a des fans, et plus c'est l'hystérie, plus on est content nous. Ah ouais? Ouais, nous par exemple, on a une séance de dédicace à faire sur la Fnac des Champs-Élysées. Tout est préparé, tout est nickel, et avant d'arriver, il y a débordement, il y a trop de monde, ils peuvent plus gérer les gens. Et nous on décide d'y aller quand même. On décide d'y aller, de foutre le bordel. Et on adorait ça. Et c'était débordement, et les fans, elles passaient par-dessus les barrières, la sécurité ne pouvait plus gérer, mais nous, on adorait ça. C'est comme ça. C'est quoi le truc le plus fou qui vous soit arrivé avec des fans? Un souvenir comme ça? Oh bah j'ai eu un où une fan, elle était dans ma chambre d'hôtel, dans le placard. Ouais. On a eu une fois une fan parce que tu sais, on avait un fan club à l'époque qui gérait un peu le courrier ou les cadeaux que les gens pouvaient nous envoyer. Et pour un peu sortir du lot des lettres que les gens nous envoyaient, elle nous envoyait un carton de parfum. Une fan de Monaco nous avait envoyé sa carte bleue, la carte bleue de ses parents. Ah, de ses parents? Ouais. Avec le code? Avec le code. Et vous avez acheté quoi? Rien du tout, on était ouf, toi. On n'a rien acheté. Non, mais c'était ouf. Les jeunes filles étaient un peu ouf. Hein. Allez, on y revient, on se regarde comme ça, des petits extraits chassés croisés du meilleur des 2B3. Regardez. Allez, on revient sur un autre événement marquant. C'est celui-là, quand même. Ouais. Alors, le Musée Grévin, ce qui est amusant, c'est que comme à l'époque, il y avait une émission de télé qui s'appelait Surprise, qui était un peu pour piéger un artiste dans la vraie vie, c'est-à-dire l'amener dans un environnement et lui faire croire que tout est vrai, mais en fait, c'est une surprise. On pensait que c'était une surprise au début quand on nous a dit vous allez faire le Musée Grévin. Ouais, c'est ça, ouais. Les caméras. C'est ça, ouais. Et on n'y a pas cru, en fait. Et ben après, voilà, ça s'est passé, on a halluciné complet, là. On s'est dit, là, c'est chaud quand même, on commence à être un gros phénomène, quoi. C'est-à-dire que rentrer au Musée Grévin, c'est pas dit à tout le monde. Et qu'on nous le propose, parce qu'en fait, ça passe par une commission avant, tu vois. C'est vraiment, tu rentres pas comme ça au Musée Grévin. Il y a toute une commission de savoir qui peut rentrer. Et voilà, on a été choisis, on était très honorés. Franchement, c'est beaucoup d'honneur. Je voudrais revenir sur une interview que j'ai vue. Il en fait très peu, Adèle, finalement, des interviews aujourd'hui. Ouais. J'ai vu qu'il avait donné une conférence il y a quelques mois dans laquelle il parlait en bien de tout ça parce que finalement, ça lui a apporté beaucoup. On aura ton point de vue après à toi. Mais lui, il disait un truc qui me bloquait, c'est que j'avais l'impression, au-delà de tout ça, de manquer de liberté. Alors c'est drôle parce que la série s'appelait Pour être libre, etc. Et lui, il dit je manquais de liberté. Ouais, c'est sa vision à lui des choses. Alors à tous les trois, évidemment, qu'on pouvait plus se déplacer comme on le faisait avant. Et puis c'est normal, on déplaçait des foules à cette époque-là. Donc même tous les trois dans Paris, ou quand on allait faire des courses, si on rentrait dans une boutique, on ne pouvait plus sortir de la boutique, par exemple. C'était ouf.
Dans un centre commercial, on pouvait pas aller à tous les 3, c'était normal. Mais moi, individuellement, je mettais un bonnet, une casquette, je faisais ma life, quoi, tu vois. Donc t'en avais les contraintes d'être à 3 et d'être tout le temps reconnu, et puis d'avoir aussi un planning assez chargé. C'est peut-être ça aussi qui dit qu'il n'était pas disponible ou libre. C'est qu'on avait tout le temps des choses à faire. On avait un planning. À l'époque, c'était des fax qu'on recevait tous les jours, notre planning de la semaine, quoi. Et ça changeait tout le temps. On avait tout le temps une séance photo, une interview, un voyage, une radio, une télé, un studio, tu vois. Ça n'arrêtait jamais. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils disaient qu'on n'avait pas de liberté. Mais en même temps, on est dans un tourbillon, donc c'était plutôt, moi, je trouvais ça plutôt agréable. Hein. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, on voit plus ça? En tout cas, à l'échelle française, il n'y a pas toute cette, je dis hystérie, mais en fait, c'est tout cet engouement du public pour des groupes et tout. Est-ce que tu ne penses pas que les réseaux sociaux, à l'époque, il n'y en avait pas, ça fait quelque chose? Peut-être que si vous aviez eu les réseaux sociaux, ça vous aurait permis d'avoir une plus grande proximité virtuelle avec vos... Ouais, alors il y a quand même un phénomène autour de M. Pokora, quand même, il est quand même adulé, il y a eu Shaim à un moment donné, t'en as comme ça où, comment il s'appelle Oui, ou Kenji. Ou... Ouais, quand même, mais, ça, ouais. The Voice remplace un peu tout ça quelque part, tu oui, vois. C'est vrai. Maintenant, les réseaux sociaux, alors ça facilite les choses, ça facilite, même aujourd'hui, moi, sur mon Insta, les gens, ils me parlent, ils viennent, enfin voilà, tu as accès à l'artiste, quoi, tu peux lui parler directement. Alors, il y en a qui répondent pas, mais tu as la facilité de te dire, putain, lui, je le kiffe, je lui parle. Moi, de temps en temps, je réponds, donc c'est vachement bien. Alors après, je suis plus, tu vois, j'ai plus le succès que j'avais avant, donc du coup, je suis beaucoup plus... disponible. Ouais, je suis plus dispo, et puis voilà, il y a plus de... Enfin, il y a pas... Voilà, je suis normal, enfin, j'étais déjà normal avant, mais là... mais si normal. Ouais, et donc du coup, je suis vachement plus dispo et je réponds. Donc les gens sont super surpris, et c'est le côté positif des réseaux sociaux, ça, moi je trouve. Et après, par contre, voilà, de temps en temps, à trop tout avoir, ça devient trop too much, quoi. C'est, tu vois, trop d'accès après. Et il n'y a plus cette magie que tu avais quand tu allais voir un artiste et que tu le suivais à la télévision et que tu rêvais de le rencontrer et que tout le moment arrivé, tu étais fou, quoi, comme les filles pouvaient l'être à l'époque. On avait, à l'époque, c'était facile. Nous, on avait de l'audiotel, je crois que ça s'appelait, où on avait un numéro de téléphone, les gens appelaient pour savoir le planning de la semaine, tu vois. Donc, on savait où se trouver, tac. Donc, les gens ils venaient avant les émissions. Et c'était l'euphorie. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, maintenant, tu as les réseaux sociaux, tu communiques ce que tu veux. Il faut en prendre et en laisser, quoi. Et puis quand tu allais voir un concert, tu le regardais vraiment, tu le regardais pas avec l'iPhone. Ah ouais, comme mais ça. bien sûr, mais tu voulais, ouais, tu partageais pas, quoi. Enfin, tu profitais de ton moment. C'est particulier maintenant. Et les gens, en plus, la nouvelle génération fait que ça, elle se rend même pas compte, quoi. Ça devient tellement naturel. Sortir son téléphone et tout filmer, tout partager tout le temps, tu vis plus ton instant présent, quoi. Tu parlais tout à l'heure justement du succès et de la proximité. Est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui, des fois, je sais pas, tu es en train de faire tes courses et là tu tombes sur quelqu'un qui te regarde? Ça doit t'arriver encore souvent, j'imagine. Oui, non, mais ça m'arrive évidemment parce que je continue d'exister en tant qu'artiste Franck Delay et puis en tant que To Be Free, mais les gens déjà me reconnaissent beaucoup sous Franck des To Be Free. J'ai un peu changé, mais il y a des gens qui me reconnaissent quand même. Alors après, il y a effectivement le fait que je sois un peu comédien et que je suis dans une série et que je fasse mon boys band avec mes potes aussi de Génération Boys Band et tout. Mais l'approche n'est plus la même. Tu vois, les gens qui me reconnaissent, ils ont presque mon âge, entre guillemets, ils ont 35 ans en majorité. Donc il y a un recul, et voilà, ils ont grandi, ils ont fait leur vie, c'est des gens qui sont en ménage, voilà, c'est plus des gamines en train de gueuler, en train de venir te voir et te crier dessus, et tu vois. Donc il y a un certain respect, et puis ils sont contents de me rencontrer, c'est un plaisir en fait. On termine sur les To Be Free avec cet album, c'était le dernier. Yes. C'était quoi le projet? En fait, en 99... Vas-y, refais-le. Excuse my French. Yeah. En fait, en 99, vous décidez de quitter la France, vous partez aux États-Unis pour préparer cet album. Ouais. Il a cartonné en Asie. Ouais, il est bien cartonné en Asie. Alors, ouais, c'est dommage. Alors, cet album, tout ce qu'on a fait avant To Be Free, ça a été une préparation pour faire cet album, entre guillemets, tu vois. Avec cet album, on s'est découvert vraiment artiste, c'est-à-dire que on est parti aux États-Unis parce qu'un producteur américain qui s'appelle Desmond Child a cru en nous. Quand il nous a vu le succès qu'on avait eu en France, il fait moi je vais vous faire la même chose, mais dans le monde entier. On s'est dit bouh. C'est chaud quand même là. Donc on est parti. On n'a pas renouvelé notre contrat avec EMI. On est parti avec ce producteur Desmond Child. On est resté 1 an dans une guest house qui nous avait filé, et on est resté avec habité avec un coach vocal, Chris Willis, qui est le chanteur qui a fait tous les tubes de David Guetta. Okay. Et avec lui, on faisait cours de chant tout le temps. On faisait une chanson par mois pour enregistrer en anglais, et on a vraiment appris le métier de chanteur, quoi. Tu vois, sans pour autant faire de la promo, des photos, des trucs à droite à gauche. On était là, on faisait que ça, quoi.
Et ça a été une grande expérience déjà parce que j'avais un anglais basique. C'est ce que j'allais dire, je trouve que tu as un bon accent, c'est là-bas que tu l'as... Ouais, bah là j'exagère un petit peu, mais ouais, là-bas on avait des cours de chant, des cours d'anglais tous les jours, des cours de danse, enfin vraiment, c'était la Starac à l'époque. Et non, ça a été vraiment il y a eu un tournant après ça, quoi. C'est-à-dire que là, on s'est senti un peu plus artiste et on était content de l'affirmer. C'est-à-dire que là, quand on est venu avec cet album, on s'est dit putain, là, c'est un truc qui nous ressemble, quoi. C'est urbain, t'as des sons un peu R&B, t'as des sons un peu pop, t'as des sons un peu rock. Putain, c'est un truc qui nous ressemble à mort. Alors que quand tu commences ce métier, comme on l'a fait, et on te propose des gens avec qui travailler, et tu sais pas vraiment comment te placer là-dedans, tu vois. Donc on fait des choix qui sont propres à nous. Sur le moment qu'on assume parce qu'on est content de faire partir un jour avec une musique un peu Eurodance derrière et de faire un album qui va rester... C'est l'époque qui veut ça et donc du coup on est content. Mais quand on fait Excuse My French, on se dit putain là on fait du son urbain, on fait du son de qualité et on est content. Mais ils ne trouvent pas le succès escompté parce qu'on chante en anglais et le quota des radios français déjà il veut du français donc il faut faire des adaptations en français ce qui sonne un peu différemment. Et puis les gens... ils se retrouvent pas dans les To Be Free là-dedans en fait. Je pense qu'ils sont un peu perdus. C'est trop anglo-saxon, c'est trop... c'est pas du To Be quoi. Et je pense qu'on les perd. Donc après nous on a... Tu regrettes ou pas? Je regrette que l'album ne soit pas sorti. Enfin, il y a des titres qui sont sortis mais qui sont pas... que l'album n'a pas été développé en fait. Parce que vraiment c'était... tu l'écoutes, tu dis pouf, c'est un truc... même maintenant tu l'écoutes, c'est chambé quoi. Honnêtement, hein, c'est du bon son, les titres sont forts, on a travaillé avec des pointures là-bas, Diane Warren qui écrit pour toutes les rostas. Non, c'était vraiment on a pris un degré, voilà, c'est une autre dimension de ce qu'on avait avant. On va s'en écouter justement, allez, 2-3 petits extraits de cet album pour ceux qui ne le connaissent pas, écoutez. Damn girl, excuse my French, I can't believe how good you look to me. Damn girl, excuse my French, I can't believe how good you look to me. On vient de parler longuement des To Be Free, on va tourner la page juste avant. Dernière question concernant ce groupe. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'en tires de tout ça? Quelle est la plus grande chose que ça t'a apporté? Moi, ça m'a apporté une ouverture d'esprit. Tu sais, j'ai vécu un condensé de choses en l'espace de 5 ans, de ce que quelqu'un pourrait vivre en 25 ans. Tu vois, c'est sans prétention tout ça. Hein. On a fait le tour du monde, on a eu la belle vie, les grands hôtels, les jets, je sais pas moi, voilà, tout ce qu'on peut imaginer quand on est un artiste qui gagne bien sa vie et qui marche, qui est dans le succès. Donc pour moi c'est que du positif parce que c'est vachement enrichissant. Et après voilà, une expérience d'homme intéressante puisque tu t'es projeté, tu vis des choses à 100 à l'heure, t'as une ouverture d'esprit du monde différente, tu rencontres plein de gens avec plein de gens différents mais à la fois enrichissants, importants. Donc pour moi, To Be c'était que du positif. On a l'impression que pour Philippe et Adèle c'était un petit peu compliqué l'après, à partir de la séparation, et que pour toi ça a été finalement, t'as rebondi beaucoup plus vite. Sur la comédie, notamment. Ouais, mais c'était plus difficile pour moi en tant que comédien. Philippe a fait sa reconversion plus rapide parce qu'il a été pris dans une série qui s'appelait Navarro. Tout de suite après d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'arrêter les To Be, c'est qu'à un moment donné, Philippe faisait trop Navarro et qu'on n'avait plus le temps de faire autre chose et puis que Philippe n'avait pas envie de faire des petites scènes pour faire des concerts et qu'on n'avait plus les moyens de faire des zéniths. Parce que les gens ne se déplaçaient plus, donc on devait refaire des petites scènes, tu vois, et ça plaisait pas à Philippe, il voulait pas faire de gala, il voulait pas faire ceci, donc on a arrêté, on était plus sur la même longueur d'onde. Et Philippe a commencé sa carrière de comédien, et d'ailleurs il tournait beaucoup plus que moi. Moi, oui, lui, il tournait, c'est vrai, moi à côté de ça, il fallait que je commence à penser à gagner ma vie, j'avais 2 enfants, donc j'ai pas basculé dans la dépression, voilà, parce que je suis quelqu'un voilà, je suis assez droit, je suis assez aligné moi, voilà. Avec peut-être ce que j'ai vécu, mes arts martiaux, tu vois, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, voilà, j'ai toujours été le même, avec succès ou sans succès, je suis toujours le même. Et ce qui m'a permis de me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai vécu un condensé de choses exceptionnelles. Qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui? Comment je vais avancer, quoi. Voilà, c'est une page se tourne, à moi d'en créer une autre. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de coaching de sport pour revenir à mes bases que j'ai fait toute ma vie, en fait, le sport. Et à côté de ça, je payais mes cours avec le coaching, je payais mes cours de théâtre. Et après, je suis rentré dans le monde du théâtre. Enfin, en tout cas, j'ai rencontré des bonnes personnes. J'ai créé des pièces. J'ai été, voilà, j'ai pas eu peur de me lancer dans des trucs aussi, tu vois.
va faire une petite parenthèse justement sur le sport. Je crois que tu as même été, t'as participé en tout cas en junior à des championnats très importants en Viet Vo Dao, c'est ça? Ouais, j'ai fait des arts martiaux. J'ai commencé par le judo de 7 ans à 15 ans. Et puis après, à force de regarder des films de Jackie Chan, de Jean-Claude Van Damme, de Bruce Lee, tout ça, j'ai fait des arts martiaux plus aériens. Et j'ai fait du Vo Vietnam, Viet Vo Dao qui vient du Vietnam. Okay. Et effectivement, je m'entraînais, je faisais que ça. Donc après, on a fait des compétitions, championnat d'Europe, technique, tout ça. Ouais, j'en ai gagné pas mal. Ensuite, il y a eu pas mal de rôles, pas mal de courts-métrages, pas mal de théâtre, mais il y a notamment une série dans laquelle tu es depuis quelques années déjà, c'est celle-là. Ouais. Comment tu t'es retrouvé dans Les Mystères de l'amour? Jean-Luc Azoulay, pour lui, c'est la famille en fait, la famille AB Productions, c'est tous les gens qu'il a pu produire, que ce soit tous les sitcoms que tu as pu voir avant les To Be Free. Et nous, on était pratiquement le dernier sitcom, entre guillemets, à succès de AB Productions avant que les deux se séparent et que Jean-Luc monte J'y est là. Donc Jean-Luc, ça fait 2 ans là, ça va faire 1 an que j'y suis, je crois. 1 an, ouais. Et ça fait 3 ans qu'il me demande de venir jouer dedans et je dis non, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille. Et puis après, voilà, il n'a pas lâché l'affaire et puis on est tombé d'accord. Et puis il se trouve que depuis 1 an, je joue le rôle de Pierre et que je suis un intervenant. Je ne suis pas dans le noyau dur des personnages les plus, en tout cas les plus. Mais t'es l'ex d'une des personnes du noyau dur quand même. Ouais, l'ex de Lali, c'est ça? Ouais, en fait j'étais l'amant de Lali, moi. Ah, ok. J'étais l'amant de Lali pendant un certain temps et puis du coup je me suis rapproché de son mari qui est John, qui s'appelle Richard dedans. Et finalement, comme on s'est fait larguer par Lali tous les deux, on est devenus potes et puis on habite ensemble maintenant. On revient au boys band, mais au boys band d'aujourd'hui cette fois-ci. Je voudrais qu'on parle de. Le mec, il lâche jamais l'affaire. C'est ça. Je voudrais qu'on parle de ça. Alors c'est pas moi qui lâche pas l'affaire. Ouais, tu sais, alors c'est pareil. Tu sais, à un moment donné, quand tu manges trop je sais pas, si tu manges trop de pâtes, à un moment tu veux changer, tu as envie de manger autre chose. C'est un peu ça ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai ingurgité les To Be, on en a mangé, et puis à un moment donné je voulais faire ma vie et je voulais me prouver que j'étais capable de faire des choses par moi-même. Et puis à un moment donné tu te dis putain, ça me manque quand même la scène, c'était cool quand même partager des choses sur scène, qu'il y ait un public qui vienne te voir chanter et danser. Et j'ai décidé, parce que j'avais vu à l'occasion un phénomène aux États-Unis qui s'appelait les New Kids on the Block, qui avait fusionné avec les Backstreet Boys, et qui s'appelait les NKOTB BSB. Et je m'étais dit putain, mais c'est un truc à faire en France, sauf qu'on peut pas aujourd'hui parce que les groupes c'était ils sont tous séparés, ils ont pas de connexion, c'était des trucs de casting et tout. Et donc j'ai eu l'idée d'appeler certaines personnes de certains groupes qui ont répondu présent, comme Chris Keller qui faisait partie des G-Squad, qui était le chanteur, on va dire le meilleur chanteur de l'époque pour mode boys band. C'était lui, c'était un tueur. Et aujourd'hui, c'est encore plus un tueur, c'est un tueur. Et après, ensemble, on a décidé d'appeler d'autres personnes issues d'autres boys bands qui ont décliné l'invitation. Et on a décidé d'appeler Alan Théo. Puisque... Et du coup, on a appelé Alan Théo. Voilà. Mais oui, non, mais il le sait. Et tu vois, les choses se font... Le hasard fait bien les choses parce que, ou le hasard fait, je sais pas si c'est le hasard, mais en tout cas, on se retrouve avec Alan, parce que Alan c'est un musicien, il joue de la guitare, du piano, il est compositeur, il est auteur, il est arrangeur, il fait des morceaux, il remixe des morceaux, il est DJ. Le mec, c'est son métier, quoi. Et du coup, à tous les trois, on se retrouve à faire un groupe et à chacun avoir vraiment un univers, pas un univers, mais en tout cas une importance dans le travail à ce qu'on ramène chacun notre pierre à l'édifice. Chris, c'est un super chanteur, il fait des belles mélodies, il a aussi son studio. Alan, c'est un bon compositeur, auteur-compositeur. Et puis moi, je suis plutôt, voilà, parce que dans le phénomène To Be Boys Band, c'était beaucoup les To Be Free finalement qui sont ressortis. Donc je suis un peu le porte-parole du groupe. Et puis c'est moi qui ai les contacts, c'est moi qui organise un peu les choses. Et les gens viennent me voir moi pour organiser les choses autour de Génération Boys Band. Parce qu'ils savent que c'est moi qui ai créé le groupe. Mais voilà, pour te dire que tout ça, aujourd'hui, la mayonnaise, elle a super bien pris, quoi. Alors que si on avait pris un autre boys band, que ça n'aurait pas été la même chose parce que c'était juste des interprètes, tu vois. Alors que là, tous les trois, on fait un bloc. Ça fusionne bien. Ouais, mortel. On en regarde justement quelques images, sachant que, avant de regarder les images, très bientôt, on vous en reparlera sur RTS, il y aura des dates dans la région, vous allez être ici, regardez. Première fois pour moi, c'est la première fois pour moi. Je suis éteint de toi, il me fait ça comme ça. Je suis éteint de toi. Et tu claques tout le monde. Allez, je veux voir tout le monde jusqu'au bout. Partir un jour. Tu disais tout à l'heure, on a rappelé des gens qui ont décliné l'invitation. Est-ce qu'à un moment, tu as pensé à appeler Adèle pour lui proposer ça? Non, Adèle,
Adèle, à partir du moment où il a commencé à rentrer dans un business différent du métier artistique, il n'a plus voulu revenir dedans. Il avait trouvé sa voie en fait, Adèle. Là, sa voie, c'était le business. Il a commencé par faire de l'événementiel. Et puis ensuite, il est parti sur l'aviation de luxe, courtier dans l'aviation de luxe, et puis il fait maintenant les deux. Tu le revois quand même, vous revoyez? On se revoit. Ouais, bien sûr. Il vient à mes anniversaires, je viens aux siens. Il a un enfant qui a l'âge de mon plus grand, donc quand il vient en France, parce qu'il habite en Espagne, on se voit. On prend des nouvelles, comme des potes, quoi. Comme des potes qui ont évolué, qui ont des familles. Tu vois, tu prends des nouvelles de tes potes, quoi. Génération Boys Band, je le disais tout à l'heure, on va vous retrouver dans la région et on va justement vous retrouver sur une tournée assez importante. Cette tournée, c'est celle-là, regardez. Tu peux nous en parler? Pour l'instant, c'est encore embryonnaire. On nous a contactés pour faire partie d'une tournée comme beaucoup de tournées qui essaient de se monter en ce moment sur les années 90. Sauf que là, c'est les boss qui reprennent le flambeau. C'est Cheyenne Productions qui a notamment fait tourner tout ce qui est des années 80. Donc tous les Zéniths de France et les stades, ils ont fait le Stade de France et tout. Donc ils l'ont fait plein de fois, oui. Ouais, c'est une grosse prod. Donc du coup là, c'est plutôt sérieux et voilà, on a 26 Zéniths, je crois, enfin 26 salles équivalent du Zénith plus Bercy à la fin de l'année. Et le 14 novembre notamment, retenez la date, vous pouvez déjà réserver, ça sera au Zénith de Montpellier. Est-ce que tu as d'autres projets à nous parler? Théâtre, téléfilm, je sais pas, dis-nous. Non, là je suis déjà là c'est déjà pas mal. Déjà ça occupe bien de temps tout ça. Ouais, je tourne avec deux pièces de théâtre en tournée. Bon, c'est pas des tournées avec beaucoup de dates, mais c'est des dates quand même qui sont là, avec les galas de Génération Boys Band, et puis mon petit guest, entre guillemets, mon petit rôle dans Les Mystères. C'est pas mal. Et puis je continue les castings quand même, parce que j'ai quand même du temps pour essayer de voir un peu si je peux faire autre chose, malgré tout. C'est pas évident, parce que je me débrouille tout seul, parce que je suis un peu autonome et que c'est moi qui propose des choses souvent maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'attends pas qu'on vienne me chercher, j'essaie de proposer, tu vois, parce que sinon tu restes chez toi et t'attends que le téléphone sonne et t'es mort. Franchement, t'es mort si t'es un artiste. Donc j'essaie de créer, de proposer, d'aller chercher les choses, tu vois, d'exister. Ouais. Écoute, ça marche en tout cas. Ça va. Ça va. Je vais finir cette interview avec la question que je pose à tous mes invités, toujours dans Carré VIP. Vous la connaissez, toi tu ne la connais pas encore. Si tu avais l'occasion de remonter le temps, on a parlé là de toute ta carrière, de tout ce qui s'est passé pour toi. Ouais. Si tu avais l'occasion de remonter le temps et de t'adresser à toi quand tu étais petit, en connaissance de tout ce qui t'est arrivé depuis, admettons que tu aies 1 minute, qu'est-ce que tu te dirais? Là, vu que je suis parti dans un délire avec les To Be Free, je me dirais plutôt travaille la base, vraiment la base, et la comédie travaille la base, quoi. Enfin, travaille vraiment des fondamentaux, parce que dans ce métier, il vaut mieux avoir des bonnes bases pour être crédible aux gens du métier, parce que quand tu arrives et tu débarques comme ça, juste avec tes abdos et ta tête, c'est difficile quand même, parce qu'on en a pris plein la gueule. Maintenant, heureusement, on l'a bien vécu parce qu'on était tous les trois, mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc je te dirais, va prendre des cours de chant, va prendre des cours de théâtre. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. À très bientôt. Au revoir.